Merci Léonie, puisqu'on a notre assistance technique qui est derrière l'écran, qui a animé beaucoup de réunions, mais surtout aussi a fait la promotion de cette journée. Donc on est très heureux au sein de l'association Le Don du Souffle de vous retrouver pour cette 24e journée nationale consacrée au sommeil et un webinaire organisé par l'association Le Don du Souffle et le centre médical Ellipse, avec un panel d'intervenants que je laisserai nos modérateurs présenter. Je me permets, moi, de prendre la parole en tant que président de l'association Le Don du Souffle. C'est un enjeu important pour notre association d'accompagner cette journée, d'accompagner des messages de prévention, des messages de prise en charge. Et l'association Le Don du Souffle, qui a plus de 50 ans aujourd'hui, a évolué au cours de ces années et aujourd'hui s'est recentrée sur des activités de diagnostic et de prise en charge du sommeil, sur l'activité physique adaptée pour la santé, sur la formation. Et donc, ce webinaire, dans le cadre de la 24e journée sommeil, c'est vraiment l'illustration même de ce qu'on souhaite représenter, ce qu'on souhaite véhiculer comme message au sein de notre association. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être présent pour accompagner ce webinaire et puis surtout de passer la parole aux experts qui vont pouvoir vous apporter leur éclairage sur des sujets qui sont vraiment d'actualité et qu'on n'a peut-être pas bien appréhendé jusqu'à présent. Et je laisse notamment le docteur Valérie Gillet, qui est médecin au centre médical sommeil Ellipse, et le docteur Silvio Galli, qui est médecin au centre sommeil du CHU, introduire cette session et vous présenter les différents intervenants. Très bonne réunion et merci de vous être rejoints à nous pour ce temps d'échange. Valérie, oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, l'INSV organise tous les ans et décline en région des thématiques autour du sommeil. Donc là, on est venu sur des sujets extrêmement classiques, manger, bouger, dormir, mais qui ont une importance énorme dans le cadre de la régularité de notre rythme veille-sommeil. Donc, aujourd'hui, vont être abordées des thématiques sur la sieste et sur l'activité. Et donc, avec Silvio, nous accueillons deux intervenantes. Eh bien, bonjour, Gali Silvio. Donc, pareil, très heureux d'être ici pour cette journée sur le sommeil, une thématique passionnante. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux oratrices qui vont chacune nous parler de deux thèmes passionnants. D'abord, donc, Madame Elisabeth Petit, donc docteur en STAPS et professeur agrégé, qui va nous expliquer comment dormir, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et suivi ensuite de Madame Ophélie Ritter, enseignante en activité physique, des fois adaptée, ça dépend. En général adapté. En général adaptée, qui nous expliquera comment bouger pour espérer améliorer ainsi notre sommeil. Pour les questions pratiques, les commentaires que les personnes souhaiteraient faire ou les thématiques à aborder ensuite dans la discussion, on vous laisse mettre cela dans le chat. Nous nous chargerons un peu de répertorier différentes thématiques abordées et ensuite on en discutera. Et donc, je laisse la parole à Elisabeth Petit. Merci. Bonjour à tous. J'ai pour mission aujourd'hui de vous parler du bon usage de la sieste. Pour qui, pourquoi et comment? Alors, un premier constat que l'on retrouve chaque année à travers des enquêtes de l'INSV sur une cohorte de patients et qui montre que finalement, un Français sur 5 a une tendance anormale à s'endormir ou à somnoler dans la journée. Et donc, quelle solution trouvent les patients? En général, pour une grande proportion d'entre eux, les excitants, le café, le thé pour 31% d'entre eux, l'exercice physique dont on parlera Ophélie ensuite, et en vient en troisième position la sieste. 9% des personnes font la sieste au moins 3 fois par semaine pour une durée moyenne d'environ 50 minutes. Je vous laisse regarder la suite des stratégies par les personnes. Alors, pour commencer avec un point important sur le sommeil, comment dormir, quand bien dormir. Déjà, si on parle de somnolence, c'est que la nuit n'a peut-être pas été réparatrice. Vous voyez à travers l'écran une courbe de trois courbes finalement qui résument la propension à s'endormir. Et elle dépend de ces propensions de deux facteurs très importants, la température interne, qui, comme vous le voyez, doit absolument
baisser en soirée, hein, pour permettre l'entrée dans les portes du sommeil. Et en même temps, la production de mélatonine doit se faire de façon optimale, c'est-à-dire à la condition qu'il y ait une exposition aux écrans, particulièrement à la lumière bleue, qui pourrait venir retarder la production de cette mélatonine. Alors, comment s'organise une nuit de sommeil? Alors, le premier stade, qui n'est pas un stade, c'est un état, un d'éveil. Le sujet va mettre plus ou moins de temps à s'endormir. En général, le français moyen va mettre environ 11 minutes à s'endormir. Tout dépend un petit peu de chaque cas. Ensuite, on va rentrer dans un sommeil qu'on dit vraiment lent, léger, un sommeil vraiment, un état tout à fait transitoire qui dure très peu de temps et qui permet ensuite d'entrer réellement dans les portes du sommeil. On appellera donc le sommeil de stade 2, qui s'ensuit par le sommeil que l'on connaît mieux, qui est un sommeil réellement récupérateur, lent, profond, qui va permettre tout ce qui est anabolisme, restauration des dommages musculaires et autres, et qui va se terminer, pour finir le cycle, par un stade de sommeil paradoxal, qui va donc, pour l'ensemble de ces cycles, durer environ 90 minutes, mais tout est très fluctuant selon les individus. Et c'est ce cycle-là qui va se répéter plusieurs fois à travers la nuit, et qui va nous permettre d'accumuler et de restaurer nos dettes, nos besoins en sommeil. En termes de proportion, on a pour le sommeil lent léger 4 à 5% de temps d'endormissement de stade 1. Le sommeil lent léger qui est matérialisé en jaune, dont on ne sait pas encore réellement à quoi il sert, il fait quand même presque 50% de la nuit. Et puis les deux derniers stades de sommeil que vous voyez en bas à droite, le sommeil lent profond et paradoxal, qui sont en termes de restauration des dommages musculaires, en termes d'apprentissage des connaissances déclaratives, procédurales, extrêmement importants. Ils font environ 20% de la nuit. Le sommeil comparé, s'il fallait qu'on compare le sommeil de sieste au sommeil de la nuit, à quoi ressemblerait-il? Eh bien, en réalité, ce sont les mêmes stades, sauf que je vais vous en parler juste après. Un sommeil de sieste est censé durer peu de temps, donc ne pas permettre forcément l'apparition de tous les stades de sommeil. Et là, vous voyez à l'écran, en haut à gauche, une veille calme, qui est représentée par les dérivations électroencéphalogrammes, la représentation de l'électro-oculogramme en bleu, le tonus mentonnier au niveau du menton en vert, et puis l'électrocardiogramme en rouge. Au milieu de la diapo, vous avez vraiment la veille calme, qui est une phase vraiment vers l'endormissement, le stade 1 qui amène tout de suite au sommeil de stade 2 et qui est caractéristique avec des complexes K et des spindles comme on le voit en bas à droite. Et plus rarement, on voit un sommeil lent profond et un sommeil paradoxal en phase de sieste, donc en sommeil en journée. Ça peut être le cas de personnes qui font des siestes de plus de 15 minutes. Ça peut être le cas de personnes en privation de sommeil, notamment liées à un décalage de phase, par exemple chez l'adolescent, ou en situation de décalage horaire, ou en privation réelle de sommeil, ou encore dans un cas pathologique. Alors, je souhaitais vous montrer l'hypnogramme, à quoi ressemble ce fameux escalier, cette descente dans les portes du sommeil, pour 4 sujets différents qu'on avait étudiés dans un protocole de recherche. Vous avez un premier qui va donc en état d'éveil, vous voyez ce petit escalier qui descend, et qui va faire dans ces 20 minutes de sieste environ beaucoup de sommeil lent léger et un tout petit peu malgré tout de sommeil lent profond tout à la fin, si vous voyez la descente de l'escalier. Le deuxième, qui en 20 minutes de sieste, en 21 minutes pour être très précis, le CST, va être capable de faire pratiquement plus de 50% de sommeil lent profond. Et le dernier, la dernière petite image, vous voyez un long temps d'éveil, et puis finalement, le sujet va assez facilement tomber en sommeil lent profond et faire pratiquement toute sa sieste en sommeil lent profond. Alors, que sait-on de la sieste et de sa pratique chez le sujet sain? S'il faut parler tout en premier lieu des personnes âgées, on connaît l'impact de la sieste sur le bien-être des personnes âgées. Il a été montré que 30 minutes de sieste postprandiale, c'est-à-dire après repas, mêlé à un exercice d'intensité modérée en soirée, avait un effet très positif sur la qualité de sommeil. Alors, 5 facteurs importants. Il permet de diminuer la latence d'endormissement, c'est-à-dire le temps que vous allez mettre pour vous endormir. Il permet de diminuer le nombre de réveils après que vous vous soyez endormi. Il permet d'augmenter l'efficacité de sommeil dans la nuit, c'est-à-dire le temps de sommeil total sur le temps passé au lit. Et il permet également de diminuer cette perception subjective de la fatigue que l'on a parfois en journée, et également améliorer la santé mentale.
Si l'on s'intéresse maintenant au sujet jeune et sain, pour un exemple, 5 études qui ont montré vraiment les bienfaits de la sieste, d'une courte sieste. Donc, en haut à gauche, vous voyez par exemple les effets d'une courte sieste avec un exercice modéré sur l'amélioration du sommeil, du bien-être et sur des tâches de mémoire. En haut à droite, vous voyez par exemple les effets de 20 minutes de sieste chez des populations d'environ 23 ans en moyenne, après privation de sommeil, avec un effet positif sur une performance physique de sprint et sur les temps de réaction. Chez une classe de population de 35 ans, ça a un même effet bénéfique sur la performance psychomotrice. C'était une étude donc sur des contrôleurs aériens. On avait aussi une autre étude qui montrait 2 types de siestes, une de 10 minutes, une de 90 minutes chez la population active, plutôt jeune, avec vraiment une amélioration de la mémoire motrice après pratique d'imagerie motrice. Et enfin, vous voyez en bas à gauche, une étude qui avait été faite intéressante pour nous dans le domaine du sport sur les effets d'une sieste en milieu de journée pour vraiment compenser la fatigue générée par un exercice physique. Donc la sieste a été faite à 10 heures et à 11 heures. Il y avait une présence de sommeil lent profond puisque voilà, complet. Et il a été prouvé que c'était un élément de récupération post-entraînement aérobie. Pourquoi une sieste en début de midi? Déjà, ce terme nous vient des Romains, latin sextaura, qui avait déjà compris que finalement, cette 6e heure était les 6 heures qui se sont écoulées depuis le lever du soleil et qui est un moment qui va être propice pour dormir. Vous d'ailleurs à l'écran ce graphique qui représente le célèbre modèle de Borbély, bien connu par les chronobiologistes, de double processus de régulation du sommeil. Donc, la courbe sinusoïdale en jaune représente le processus circadien qui montre que l'on n'est pas vigilant de la même façon à n'importe quel moment de la journée. La vigilance liée à la température interne augmente en cours de journée. À une petite inflexion en milieu de journée, c'est là où je pourrais en blanc, les 3 petits ronds, c'est là où effectivement ça peut être pertinent de faire la sieste. Parce que parallèlement, vous voyez cette courbe rouge qui représente le processus homéostatique et qui donc matérialise la dette de sommeil qu'on va générer à travers nos heures d'éveil dans la journée et qui ont nécessité un repos. Vous voyez le S qui représente sleep comme sommeil de 23 heures à 7 heures, qui est la vie, qui permet donc de restaurer cette dette cumulée pendant la journée et qui donc permet d'attaquer la journée suivante. Et donc les 3 petits ronds représentent le moment d'inflexion de la vigilance en milieu de journée, où l'on est quand même encore qu'au milieu de la journée, donc il faut que la sieste, elle soit présente si nécessaire, mais pas non plus trop long. On va en parler. Alors, pourquoi est-ce que l'on fait la sieste? Alors, ça a été effectivement montré dans de nombreux pays et c'est un enjeu culturel en Espagne, en Italie, en Allemagne. C'est un enjeu de productivité au Japon. C'est inscrit dans la Constitution de 1949 en Chine, mais les Français, nous avons encore un petit retard à l'allumage. Les personnes qui sont contraintes à la sieste, on pourrait les résumer comme des personnes qui ont des problèmes de somnolence diurne en journée. Ça pourrait être des travailleurs postés, ça peut être des sujets atteints de troubles du sommeil, on va en parler si vous avez des questions après, avec nos médecins, des personnes soumises à un décalage de phase ou décalage horaire, des navigateurs en solitaire, bref, les personnes auraient besoin d'avoir des effets bénéfiques sur l'humeur, sur la vigilance et sur la performance cognitive. Mais dans quel cas utiliser la sieste et quelles sont les différentes formes qui existent? Alors, on a tendance à en résumer 3 grands types. On pourrait encore subdiviser, mais faisons simple. La royale, qui est entre 30 minutes et 2 heures. On peut l'appeler sieste de remplacement en réponse à une privation de sommeil. On peut l'appeler aussi sieste plaisir, les siestes des week-ends ou des vacances. Par contre, attention aux personnes sujettes aux insomnies nocturnes. Ce n'est pas réservé aux non-initiés, puisqu'il y a un risque aussi derrière de léthargie au réveil, d'inertie du sommeil, qui va durer 40 minutes à 1 heure après la sieste. Le deuxième grand type, c'est la relax, qui est entre 5 minutes et 30 minutes, 20 minutes étant la moyenne nationale. C'est une sieste plaisir aussi pour le travailleur, pour le sportif, pour toute personne qui en ressent le besoin. C'est une sieste prophylactique qui pourrait venir en anticipation d'une privation de sommeil. Et enfin, la sieste flash, bien pratiquée par Salvador Dali et tous les inventeurs et artistes qui avaient besoin de rentabilité, de rendement dans la journée, et qui consiste juste à une perte de tonus qui ne permet pas de rentrer réellement en sommeil lent profond, mais juste à un changement d'état.
Un exemple très rapide du sommeil du navigateur en solitaire, vous voyez cette courbe qui va progressivement descendre dans la zone d'efficacité qui a été mesurée pour être vigilant à la barre, hein, pour éviter bien sûr l'accident chez le navigateur. Eh bien, au moment où on commence à être moins efficace, le navigateur se connaît pour savoir que c'est le moment où il va falloir réaliser une sieste flash qui lui permet de retrouver une rentabilité et une efficacité, une attention, une vigilance. Mais cette sieste flash, elle aura aussi des limites parce que à un moment donné, il faudra restaurer cette dette de sommeil sur un sommeil plus long. Quelles sont les limites de la sieste? Par contre, nous parlions des insomniaques. C'est vrai que c'est un moyen de récupération qui est puissant, mais qui est à double tranchant parce que les siestes réduisent dans tous les cas, mais ne compenseront jamais la privation de sommeil. Quand on écoute, par exemple, des sportifs, leur crainte principale de siester, c'est de ne plus dormir la nuit suivante ou encore de trop dormir durant la sieste et ensuite de rester un peu groggy l'après-midi. Et comment après la gérer quand on a des situations particulières de déplacement, de décalage ou autre. Dans tous les cas, il est connu qu'un tiers des femmes et un quart des hommes qui font régulièrement la sieste sont des insomniaques qui s'ignorent. Nietzsche le savait déjà depuis longtemps puisqu'il avait écrit « Dormir est tout un art ». Il faut, pour y parvenir, rester éveillé toute la journée. Un petit point sur les personnes âgées et plus précisément les effets de l'âge sur le sommeil de sieste, qu'on appelle sommeil diurne. À 30 ans, 60 ou 70 ans, si on est en bonne santé, il faut vraiment savoir que les besoins n'évoluent pas réellement. Mais souvent, quand on écoute les personnes âgées, on reçoit des plaintes liées à leur sommeil qui est de moins bonne qualité. Alors en réalité, il y a deux causes. Pour résumer les choses, le fait qu'ils font peut-être beaucoup la sieste ou trop la sieste. 21% des plus de 50 ans font la sieste pendant au moins 1 heure par jour. Et le fait qu'en parallèle, et Ophélie nous en parlera, il y ait un manque d'activité en journée qui nous amène à une augmentation du nombre et de la durée des réveils nocturnes parce qu'il n'y a pas une saine fatigue générée. Et donc, ces limites de la sieste avec l'âge, liées aux troubles du sommeil qui augmentent justement avec l'âge, et la somnolence en journée qui concerne quand même 30% des plus de 65 ans, c'est qu'on va arriver à un rythme polyphasique avec des siestes importantes en journée, et donc un temps mis plus longtemps pour s'endormir, la fameuse latence d'endormissement, une baisse de cette quantité de sommeil extrêmement important qui est le sommeil lent profond, une baisse également de l'importance et de la fréquence du sommeil paradoxal, comme vous le voyez sur la courbe en bleu avec l'âge, et enfin une augmentation des éveils intranocturnes qui laisse une impression de mauvais sommeil à l'issue de la nuit. Un petit point sur les sportifs, puisque je viens de cette formation et je suis particulièrement sensible au champ des STAPS, les effets de la sieste sur la performance du sportif, et vous voyez à l'écran d'ailleurs un grand pratiquant de la sieste, croyant et pratiquant, multiple médailles olympiques, qui nous disait à chaque interview qu'il dort autant qu'il peut et qu'il fait une sieste aussi souvent qu'il le peut. Alors, on avait fait une étude il y a quelques années avec Fabienne Mougin-Guillaume et le docteur Hubert Bourdin au laboratoire du sommeil de Besançon sur les effets du décalage horaire et de la sieste sur les performances du sportif. Nous cherchions à montrer en réalité et à savoir si ce sportif en conflit avec son horloge interne, de par le décalage horaire lié à un vol transméridien, pourrait utiliser comme stratégie préventive une courte sieste de 20 minutes. Et donc, pour être très succinct sur le résumé de cette étude, on a montré qu'une sieste de 20 minutes n'altérait pas ni la qualité du sommeil, ni la quantité du sommeil subséquent, c'est-à-dire suivant la sieste le soir même, sauf que cela prolongeait un petit peu la latence d'endormissement. Elle avait amélioré les capacités cognitives du sportif, encore une fois, chez un sujet jeune, sain et sportif, et elle n'améliorait pas réellement les performances physiques anaérobies. En situation de décalage horaire, en plus, en particulier vers un décalage vers l'Est, il est encore moins pertinent de faire une sieste parce que ça retarde encore la resynchronisation des rythmes biologiques du sportif. Alors, les raisons, elles peuvent être multiples. Ça peut être lié à une restauration de cette dette homéostatique liée à la sieste. Ça peut être lié au choix du temps de sieste. Il y a encore beaucoup d'hypothèses posées. Un petit point que je souhaitais vraiment aborder avec vous, c'était vraiment les effets de la sieste sur les heures qui suivent. C'est souvent une question que l'on se pose. Juste quand ça fait effet, eh bien, vous voyez à gauche de l'écran, une petite sieste de 10 minutes, on sait que ça peut avoir effet jusqu'à 35 minutes après. Une sieste de 20 minutes jusqu'à 95 minutes après, et une sieste de 30 minutes jusqu'à 155 minutes après, une étude qui avait vraiment très bien résumé ceci. Et puis, vous voyez à droite deux nouvelles études qui montraient, par exemple, chez des militaires, qu'une sieste de 2 heures, de 4 heures ou de 8 heures, précédant une longue mission, a des effets très bénéfiques jusqu'à 24 à 30 heures après le réveil sur la vigilance, sur la performance et sur l'humeur.
Et enfin, une sieste après 6 à 18 heures d'éveil, comme nous l'ont montré les Romains, qui doit être placée de façon judicieuse, a beaucoup plus de bénéfices qu'après 30 à 54 heures d'éveil, parce qu'elle permet de prévenir justement cette chute de la température du corps qui va avoir des conséquences sur la vigilance. Le type de sieste doit-il différer selon le sujet et son sport? Eh bien, je dirais que la sieste est sous licence d'exploitation libre, c'est-à-dire que vous avez cette liberté de la pratiquer comme vous le souhaitez, avec quelques garde-fous. Tout dépend de l'échéance au sortir de la sieste. Vous avez de 5 à 20 minutes pratiquées, par exemple, par des pilotes automobiles. On a un effet qui est jusqu'à 1 heure après la sieste. Vous avez des siesteurs de 20 à 30 minutes qui souhaitent être performants en début, voire milieu d'après-midi. Et puis, vous avez des siesteurs de 45 minutes à 2 heures qui souhaitent anticiper, on va le voir, l'aspect du travail posté ou des fortes charges de travail quotidiennes, d'entraînement, des privations de sommeil programmées ou encore des performances de haute performance à produire en fin de journée, voire en soirée. Mais attention, encore une fois, à l'inertie du sommeil après ces grosses siestes. Donc, pour conjuguer sommeil, sieste et travail, que faut-il faire? Eh bien, déjà, adopter des règles d'hygiène de sommeil simples, pratiquer une activité physique régulière. En cas de forte somnolence, on peut conseiller de dormir que 15 minutes pour rester vigilant pendant les 2 heures d'après, en cumulant éventuellement une prise de caféine pour potentialiser l'effet de la vigilance au sortir de la sieste. En cas de travail posté, si vous vous leviez avant 5 heures du matin, la stratégie intéressante serait de faire une longue sieste après votre travail. Si vous travaillez la nuit, faire une courte sieste avant le travail et dormir le matin en plus, bien sûr. Si l'on est de soir, il peut être pertinent de s'octroyer une sieste en début d'après-midi. Dès que possible, pratiquer un exercice physique avec une exposition à la lumière du jour. Récupérer pendant ses repos dès que l'on peut, ça c'est aussi une stratégie pertinente. Et puis, bien sûr, éviter tout ce qui est prise de médicaments, en particulier les somnifères. Voilà résumé finalement sur la diapo ce que je viens de vous dire avec 4 lignes. Vous avez la légende en bas, le sommeil en bleu, les petites siestes en journée, ou souvent pertinentes entre 14 heures et 16 heures, sauf pour des cas particuliers comme le travail d'après-midi qui doit donc permettre une sieste plus tôt. Le travail de nuit qui doit être compensé par cette dette de sommeil par un sommeil en matinée. Voilà, vous avez différents cas qui se présentent, on pourra en reparler si nécessaire. Dernier point important, la posologie, comment faire la sieste? Eh ben, il y a plein de petites techniques intéressantes. Déjà, trouver un endroit calme, éloigné du bruit et de la lumière vive. Un fauteuil confortable est le minimum qu'on puisse trouver avec éventuellement des techniques de relaxation. Le fameux café d'avant-sieste qui permet de réduire la sieste à 20-30 minutes. Si vous optez pour une sieste royale, eh bien, optons pour un confort optimal. C'est le canapé, le lit et surtout des volets occlusifs et un calme complet. En fin de sieste, quelques petites stratégies pour bien se réveiller, du stretching, massage du visage, boire un grand verre d'eau, s'exposer à la lumière du jour ou alors sous une forte luminosité de type lampe de luminothérapie. Et puis, selon l'heure de la journée, on peut compléter ceci par une collation légère. Et si vous réalisez une sieste de 20 minutes, on peut tout à fait donc ingérer une caféine juste avant la sieste. En conclusion, vous aurez compris qu'il existe une grande part individuelle dans la pratique de la sieste, de par le chronotype de chacun et son horloge interne. Elle va dépendre de la propension de chacun à le goût pour faire la sieste, et c'est un entraînement aussi comme dans le sport. Vos habitudes de vie, de sommeil, d'hygiène de vie, etc. Vos charges de travail, le type de travail et la charge d'entraînement si c'est du sport, les horaires de travail et les horaires d'entraînement journalière. Bref, apprenez à vous connaître, à mieux vous connaître pour bien gérer votre rythme veille-sommeil. Je vous remercie de votre attention. Donc super, merci. Donc maintenant, on a dit qu'on regardait les questions pour la fin. Oui, on va garder les commentaires. À la fin, on va laisser Ophélie Enchaîner. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'activité physique et du sommeil. Bouger pour mieux dormir. Fonction. Alors, déjà, une diapo qui n'est pas de moi. Je l'ai piquée en mettant la référence au NAPS, bien sûr. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite parce qu'elle reprend finalement tous les bienfaits généraux de l'activité physique synthétisés sur un seul schéma. Donc, on voit sur cette diapo qu'au niveau de l'activité physique, lorsqu'elle est régulière,
On a des effets sur le risque de cancer, le risque de diabète. Ça permet aussi d'améliorer le contrôle du poids et l'amélioration de la composition corporelle, donc tout ce qui est surpoids et obésité. Ça améliore évidemment la condition physique, assez logique, la force musculaire, l'endurance, la fonction cardiaque et respiratoire, souplesse, coordination, équilibre. La santé osseuse, il y a des effets au niveau de la santé mentale, donc ça diminue tout ce qui est troubles anxieux, dépression, le risque de maladie d'Alzheimer et ça améliore les capacités, j'allais dire ça diminue, non, ça améliore les capacités cognitives, excusez-moi. Il y a l'aspect social qui est très important, donc une amélioration de l'intégration sociale. Bref, ça diminue la mortalité, toute cause ça diminue la mortalité prématurée, le fait de pratiquer une activité physique régulière, ça diminue le risque de maladie cardiovasculaire et ça améliore aussi, on va en parler, la qualité du sommeil. Alors juste un petit point, donc là c'est pas noté sur la diapositive, mais on dit que l'activité physique elle est utile en prévention, que ce soit primaire, secondaire ou tertiaire. C'est-à-dire qu'en prévention primaire, on diminue le risque de tomber malade. Secondaire, on diminue le risque donc d'aggravation de la maladie. Et en prévention tertiaire, quand la maladie ou le risque de récidive aussi, quand la maladie est déjà là, donc en prévention tertiaire, ça permet de diminuer tout ce qui est symptomatologie autour de la maladie et d'améliorer la qualité de vie du malade. Donc on peut l'utiliser à tous les stades et ça c'est très important. Alors, focus sur le sommeil cette fois-ci. Donc, l'activité physique, elle a des bienfaits qui sont assez généraux sur le sommeil. Il y a des effets, alors qui restent modestes bien sûr, mais qui sont immédiats, c'est-à-dire pour un exercice pratiqué en aigu, sans forcément de notion d'entraînement ou de régularité. On voit qu'on améliore le temps total de sommeil sur la nuit qui suit. On améliore le sommeil lent profond, donc celui qui est le plus récupérateur, comme vous l'a dit Elisabeth. On diminue un petit peu le sommeil paradoxal, la latence d'endormissement, donc le temps qu'on met à s'endormir. On améliore l'efficience du sommeil, donc le rapport entre le temps où on est couché et qu'on attend de dormir dans son lit et le temps où on dort vraiment. Donc c'est quand même mieux d'être vraiment endormi plutôt que d'attendre de dormir. La durée de réveil après endormissement, elle est diminuée. Donc c'est-à-dire que quand on est couché, il y a moins de perturbations pendant la nuit du sommeil. On améliore aussi on diminue la première phase du sommeil. Donc, en fait, c'est communément admis que cette petite phase, c'est un signe de sommeil perturbé lorsqu'elle est trop élevée. Il y a des effets, bien sûr, à long terme. Donc là, on parle d'exercice chronique, une notion d'entraînement, de régularité. Donc, c'est les mêmes effets. On a les mêmes effets que quand on pratique un exercice juste une fois comme ça, qui sont bien sûr un petit peu plus importants. On améliore donc aussi la qualité du sommeil en général. Il y a une amélioration du score, donc le score de Pittsburgh, c'est un auto-questionnaire, sauf pour l'item de l'usage des traitements pour le sommeil. Donc voilà, on voit que ça réduit pas forcément ce paramètre-là. Alors après, pourquoi? Peut-être que parce que les personnes qui ont l'habitude de prendre des traitements ont du mal à s'en passer, même si le sommeil est meilleur. Voilà, on pourra en rediscuter. On améliore le temps total et l'efficience du sommeil. Donc là, c'est un effet qui est modeste, mais un effet qui est là quand même. En tout cas, ça l'améliore et ça le détériore pas, donc c'est quand même important. On a des stades et des cycles de sommeil qui sont plus réguliers et une augmentation de la vigilance diurne, donc la vigilance en journée. Alors ensuite, si cette fois-ci on parle du manque d'activité physique, quels sont les effets sur le sommeil? Eh ben, on va diminuer la qualité et la quantité de sommeil. On va diminuer l'envie de se dépenser physiquement. On met en place souvent un cercle vicieux qui mène à l'insomnie, avec un sommeil haché, de moins en moins d'activité physique, de moins en moins d'envie de dormir, etc. On diminue la vigilance lorsqu'on est cette fois-ci éveillé. Alors là, c'est une petite étude sur les effets sur les troubles du sommeil dans le cadre du cancer du sein. Donc, ce qu'on observe, donc vous avez
le score global du questionnaire, de l'auto-questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui évalue le sommeil. Ici, c'est au bout de 3 mois de mise en place d'une activité physique versus pas de mise en place d'activité physique. Et ici, 3 mois après qu'on ait mis en place l'activité physique. Donc, on voit qu'il y a une différence significative entre les personnes du groupe qui ont eu les soins habituels et les personnes qui ont en plus pratiqué une activité physique. Elles ont une diminution significative de leur score ici, qui montre bien que le sommeil s'est amélioré de manière subjective. Donc c'est important et ça reste significatif au bout de 6 mois, c'est-à-dire 3 mois après l'exercice. Donc il y a un effet qui persiste un petit peu dans le temps, qui diminue mais qui persiste quand même. Donc il y a différents sous-items. Donc à chaque fois je vous ai mis seulement la partie significative. Donc la qualité du sommeil, c'est pareil. Voilà, on perd les effets 3 mois après l'intervention si c'est pas entretenu, mais on a un effet au bout de 3 mois d'intervention. Les perturbations du sommeil, significatif aussi, donc c'est mieux quand on fait de l'activité physique. Et les dysfonctions, on va dire, dans la journée, les symptômes dans la journée dus aux troubles du sommeil, pareil, sont améliorés. Alors, ensuite, si on regarde, pardon, excusez-moi, cette fois-ci, donc les troubles du sommeil dans la fibromyalgie. Donc là, c'est une revue systématique avec des mots-clés fibromyalgie, exercice physique et troubles du sommeil. Donc sur les 14 études qui ont été retenues, on note que l'exercice modéré réduit les symptômes de la fibromyalgie et réduit les troubles du sommeil qui sont associés dans cette pathologie. La sédentarité, en revanche, aggrave la symptomatologie, donc de la fibromyalgie et des troubles du sommeil. Il y a un effet positif donc noté pour l'exercice intermittent à haute intensité. Donc c'est important de le noter que même si on fait de l'exercice intense, ça améliore quand même le sommeil. Des effets positifs complémentaires pour les activités bien-être de type yoga et balnéothérapie. Donc cette fois-ci, on va parler des sujets âgés, donc les sujets âgés en bonne santé qui n'ont pas de pathologie particulière ni de troubles du sommeil connus. Donc c'est une revue systématique aussi avec des personnes qui avaient, selon les études, qui avaient un âge moyen de 64 à 76 ans, qui ont réalisé des programmes d'exercice allant de 2 semaines à 12 mois, donc c'est assez large, sur les 14 études retenues. Donc on a des effets positifs, bien sûr, encore une fois, sur le sommeil, à la fois sur les mesures objectives, mais aussi sur les quelques études qui ont sur les mesures subjectives et sur les quelques études qui avaient aussi des mesures objectives avec de l'actimétrie, des enregistrements du sommeil, etc. Donc pour toutes les études, sauf une, il n'y a qu'une étude qui ne montrait pas de différence, mais en tout cas qui ne montrait pas des effets négatifs de l'activité physique. Donc les effets maximum semblent être obtenus pour des programmes de 3 fois par semaine sur 12 semaines à 6 mois d'exercice modéré. Ensuite, donc l'activité physique, les effets chez les sujets âgés, donc cette fois-ci, c'était une revue systématique qui prenait en compte des personnes âgées avec ou sans pathologie, on avait les deux. Donc l'âge moyen était de 68 à 80 ans, avec des programmes d'exercice allant de 8 semaines à 12 mois. Et 13 études ont été retenues. Donc ce qu'on peut voir ici, donc de ce côté-là, vous avez le groupe contrôle, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient pas d'activité physique. Là, le groupe expérimental, les groupes expérimentaux, parce que c'était différentes études, et on voit bien qu'on est en faveur d'une amélioration du sommeil dans les groupes expérimentaux. Alors cette fois-ci, donc là, on va voir un petit peu le détail selon la durée d'entraînement. Donc il y avait moins de 12 semaines, 12 semaines à 12 mois et plus de 12 mois. Ça ne change rien. De toute façon, dans tous les cas, on est en faveur de l'intervention par le biais d'une activité physique. Donc peu importe combien de temps le programme dure, c'est mieux avec que sans. Donc cette fois-ci, on va parler de personnes âgées toujours, mais qui souffrent d'insomnie. On leur a proposé donc dans cette étude un entraînement aérobie, donc un entraînement en endurance, et
on a regardé donc la qualité du sommeil reportée par les sujets eux-mêmes et leur qualité de vie. Donc sur l'aspect les aspects du sommeil et de la qualité de vie, enfin sur chaque aspect, en fait, on voit que dans le groupe exercice, là c'est le groupe sans exercice, à chaque fois en noir le début de la prise en charge et après un programme, eh ben, il y a une amélioration significative pour les personnes qui étaient dans le groupe de prise en charge par l'activité physique. Donc ici, c'est une méta-analyse sur l'insomnie, toujours, mais avec un groupe plus large, donc un public adulte, avec voilà, un panel d'âge très varié, plus seulement des personnes âgées. Donc sur 22 études, et ce qu'on voit, c'est que alors on a deux sous-groupes qui ont été proposés dans cette méta-analyse. Donc les personnes qui pratiquaient un exercice physique habituel de type aérobie, endurance, vélo, etc. Et des personnes qui pratiquaient, donc ils ont appelé ça mind body. En fait, c'est des entraînements de type tai chi, yoga, voilà, plutôt des mobilités douces. Et donc, peu importe qu'ils aient fait l'un ou l'autre, on voit que dans les groupes expérimentaux, donc ceux qui ont pratiqué de l'activité physique, eh ben ça s'améliore. Ils ont une amélioration des symptômes de l'insomnie. Alors, les réductions des perturbations du sommeil, étonnamment, étaient plus importantes dans cette méta-analyse pour les interventions courtes, inférieures à 3 mois, que pour les interventions longues, qui étaient supérieures à 3 mois. Alors, est-ce que c'est parce qu'on obtient un maximum d'effets, finalement, dans les 3 premiers mois quand on met en place quelque chose et qu'après, ça se lisse un peu, à creuser. Cette fois-ci, donc, on va parler un petit peu de la dépression. Donc là, c'était une étude un petit peu différente. Donc en fait, c'était pas pour voir comment l'activité physique peut améliorer les symptômes, mais plutôt quels sont les effets de l'inactivité physique sur la qualité du sommeil et les symptômes dépressifs. Donc on était sur un panel de personnes de 50 ans et plus. Et donc, on a trouvé une association de la qualité du sommeil et de l'activité physique avec les symptômes dépressifs. C'est-à-dire que les personnes qui dorment moins bien ont plus de symptômes dépressifs et les personnes physiquement inactives ont plus de symptômes dépressifs que les personnes qui sont actives physiquement. Donc, il y a une interaction entre la qualité de sommeil et l'activité physique. L'association entre un mauvais sommeil et des symptômes dépressifs est plus importante chez les personnes physiquement inactives. Tout ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça, justement. Donc, comment pratiquer pour mieux dormir au niveau de la fréquence et de la durée. Donc, je vous ai mis ceci. Ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait partie des recommandations pour les personnes adultes en bonne santé, sachant que cette durée-là, elle est la même pour les publics avec des pathologies, dans la mesure du possible, bien sûr, à adapter pour les personnes qui ne peuvent pas pratiquer autant. Mais l'idée, c'est de faire 150 à 300 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée au minimum, ou alors 75 à 150 minutes d'activité d'intensité soutenue. Donc les études sur le sommeil, elles montrent que la pratique régulière d'une activité physique, 1 heure à 1h30 d'activité minimum 3 fois par semaine pendant 4 mois, ou 30 à 45 minutes par jour, ça suffit à améliorer la qualité du sommeil, la vigilance en journée, les performances aux tests cognitifs et psychomoteurs. Quand elle est pratiquée, le mieux c'est qu'elle soit pratiquée régulièrement. Donc on conseille, pour suivre ces recommandations, 30 minutes au minimum 3 fois. Alors 30 minutes, ce serait 5 fois par semaine, ou 50 minutes 3 fois par semaine. À noter que pour les personnes qui souffrent d'insomnie, il y a quand même une étude qui dit que plus de 6 fois par semaine, ça pourrait avoir un effet contre-productif. Voilà. Après, ça reste à mesurer parce que en général, il faut quand même plusieurs études pour arriver à une conclusion, enfin, à trancher vraiment les choses. Donc, ensuite, le type d'activité et l'intensité. Donc, on privilégiera des activités d'endurance, vélo, natation, marche à pied, la course quand on peut. Alors, pourquoi? Parce que de toute façon, c'est ce qui montre dans toutes les études, les méta-analyses qui ont été faites sur l'activité physique qui donnent le plus de bénéfices sur la santé en général, pas seulement sur le sommeil.
On va privilégier une intensité modérée et une allure régulière. Pourquoi modérée? Parce que ça apporte encore une fois beaucoup de bénéfices avec un risque de blessure moindre. Quand on utilise une intensité soutenue, on augmente le risque éventuellement d'effets indésirables dus à l'activité physique, donc on réservera ça aux sportifs. L'intensité peut être élevée, mais il faut éviter de la pratiquer moins de 3 heures avant le coucher chez les personnes qui présentent vraiment d'importants troubles du sommeil et de l'insomnie notamment. Et on va conseiller, comme vous l'a dit Elisabeth, de pratiquer à l'extérieur quand justement il y a des troubles du sommeil parce qu'on va bénéficier alors de la lumière et des effets de la luminosité sur la régulation des rythmes. Donc ensuite, au niveau des horaires, donc on conseille de pratiquer en fin d'après-midi plutôt, avant 19h, notamment quand il y a de l'insomnie. Après, si c'est après 19h et que vous avez aucun problème pour dormir, aucun problème pour pratiquer plus tard. L'activité physique, c'est quand on veut, mais c'est aussi quand on peut pour pas mal de personnes. Donc, c'est toujours mieux de faire que de ne pas en faire. L'idéal, c'est 3 à 8 heures avant le coucher. Donc, c'est quand même un panel assez large. L'exercice physique, il aurait des effets comparables à la lumière à haute intensité sur les décalages de phase. Donc, par exemple, les personnes qui se lèvent très tôt ou alors au contraire qui ont du mal à se coucher, qui se couchent très tard, l'exercice physique pourrait permettre de réguler ça de la même manière qu'on le fait quand on propose de la lumière à haute intensité pour traiter ce problème-là. Oui, je vais accélérer puisque je suis un peu en retard. Donc, il y a une étude qui a montré que 2h30 d'exercice d'intensité légère produisait les mêmes effets que 3 heures d'exposition à la lumière haute intensité. Donc, ça pourrait permettre de traiter les troubles de l'horloge biologique. Et donc, on pourrait utiliser l'exercice physique soit le matin, soit en fin de journée, justement, pour recaler le sommeil. Donc, l'activité physique pratiquée le soir, est-ce que ça empêche de dormir? Qu'est-ce qu'on en dit dans les études? Bah, en fait, ce serait plutôt faux. Quand on regarde la littérature, la pratique d'activité physique moins de 4 heures avant le coucher, elle augmente légèrement le temps total de sommeil, elle diminue les réveils nocturnes, elle augmente seulement légèrement la latence d'endormissement. Donc, si vous n'avez pas du mal à vous endormir, bah, il n'y a pas de souci de pratiquer le soir. Voilà, je vous remercie. Merci Elisabeth, merci Ophélie. C'était extrêmement complet, puis surtout avec des conseils très pratiques. Donc, on va regarder si on a des questions au niveau des gens qui ont vu, donc pas là dans l'immédiat. Là, moi, j'avais une question peut-être pour toi, Ophélie, déjà. Donc, tu as beaucoup parlé de l'activité physique, Oui. Des bienfaits multiples. Et donc, est-ce que dans l'enquête qui a été effectuée là par l'INSV, on a eu beaucoup d'informations sur l'activité physique avec une petite distinction entre activité physique, rester actif et être sédentaire. Et donc, on a tous compris qu'il fallait se bouger, etc. Et en fait, comme on peut, comme tu le dis, en fonction de nos obligations personnelles, familiales, etc. Mais dans notre activité professionnelle, on est parfois amené à ne pas bouger du tout. Et j'aimerais bien que tu expliques un petit peu la différence entre être actif, on peut être actif et sédentaire, Oui. et quelle est l'importance de ne pas être sédentaire, et ce qu'il faut faire, et des choses très simples, très probablement. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à faire l'amalgame entre l'inactivité physique et la sédentarité, alors que c'est vraiment 2 notions différentes qui sont chacune des facteurs de risque indépendants de développer des maladies. Donc, c'est-à-dire que quand on est inactif physiquement, ce qui veut dire qu'on fait pas assez d'activité physique dans une journée, pas assez de sport, on a des risques de développer des maladies. Et quand on est sédentaire, alors là, le sédentaire, c'est le temps passé en position assise ou couchée en dehors du sommeil. Et donc, ces temps-là, quand ils sont très prolongés, augmentent aussi le risque de développer des maladies chroniques. Donc, il faut jouer sur les deux. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup parlé là, finalement, de l'activité physique. Il faut bouger plus, mais il faut bouger plus aussi toute la journée au travail. Donc, ça veut dire, alors c'est vrai qu'on envoie beaucoup d'emails, on utilise beaucoup le téléphone. Quand on peut, que nos collègues sont pas si loin que ça de notre bureau, que c'est possible sans traverser
tout un bâtiment, je pense notamment aux personnes qui travaillent au CHU, c'est vrai que c'est grand le CHU. Voilà, il va falloir essayer de se conditionner pour se dire bah tiens, ma collègue, bah, je vais aller la voir, je vais aller l'embêter dans son bureau, ça me fera marcher un petit peu, ça me fera me lever, ça fera circuler le sang, etc. Et en plus, par rapport au sommeil, c'est ce qu'on disait, la vigilance. On a des petits creux de vigilance, notamment ben, au début d'après-midi, là où c'est un petit peu dur, on est un peu. Maintenant. Voilà, on pique un peu du nez devant l'ordinateur, et ben là, faut pas hésiter. On n'envoie pas de mail, on n'appelle pas, on se déplace, on se lève. Donc voilà, ça fait deux effets, on est moins sédentaire et en plus, ça relance un petit peu la vigilance. Et il paraît qu'il faut finalement, se lever quelques minutes toutes les 30 minutes. Voilà, toutes les 30 minutes ou au moins toutes les heures. Voilà, c'est important. Il y a les montres connectées, c'est vachement bien. Alors bon, enfin, c'est vachement bien, je sais pas, il y a peut-être du pour et du contre, mais votre montre connectée, elle peut vous dire, attention, ça fait 1 heure que vous n'avez pas bougé, il faut vous lever un petit coup. Et donc, et ça a du sens, même si c'est peu, il faut le faire. Voilà, c'est ça. Aller à la photocopieuse, ne pas essayer de faire toutes les tâches où on peut se lever, faire des détours si on peut pour marcher un petit peu plus, voilà. Ok. Eh ben merci Ophélie. Alors on a une petite remarque dans le chat de Laure. Moi je suis très fatigué en fin de semaine car la semaine je ne dors pas assez car je n'arrive pas à m'endormir avant 23h minuit. Alors que je dois me lever à 7h. Comment trouver l'énergie pour faire du sport alors que je dors tout le week-end pour m'en remettre? Alors peut-être que la question qui peut se poser pour Laure, c'est alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à s'endormir avant 23h minuit? Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être des contraintes, hein, tout simplement, qui fait que vous ne pouvez pas vous coucher avant? Ou alors peut-être est-ce que vous ne souffrez pas un peu d'un trouble du rythme circadien où votre horloge est peut-être un tout petit peu décalée, ce qui fait que quand vous mettez au lit vers 10h, votre corps n'est pas, on va dire, conditionné à s'endormir à cette heure-là. Donc, vous ne pouvez pas trouver votre sommeil, et ce qui fait qu'effectivement, peut-être, il vous en manque une heure ou deux, et ce qui va vous donner cette privation de sommeil, entraînant un manque d'énergie, et donc, effectivement, c'est plus compliqué à faire du sport. Alors, il y a peut-être ce questionnement-là à avoir pour gérer ça, trouver l'énergie et faire un petit peu plus de sport. Après, il y a différentes façons aussi de faire du sport. On nous a dit que l'activité modérée, qu'il n'y a pas forcément du sport de très haute intensité. Oui, voilà, au niveau justement de l'énergie, on peut choisir des activités un petit peu plus douces parce que c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on a un rythme un petit peu soutenu toute la semaine, c'est rebutant de se dire tiens, il faut que j'aille courir. On n'a pas toujours envie. Alors, donc, un conseil pour Laure quand même, c'est vrai qu'on est tous, c'est tentant de rester au lit le samedi ou le dimanche. On doit récupérer de son éventuelle dette de sommeil en semaine, 2 semaines, mais il sera plus efficace et plus bénéfique de limiter la grasse matinée, de se lever, de ne pas décaler de plus d'1h30 le lever du matin, mais justement, comme le disait Elisabeth, d'avoir recours à la sieste courte en début d'après-midi pour améliorer sa vigilance. Et donc là, moi, j'avais aussi une question pour l'éducation à la sieste, parce que les gens le disent souvent. L'éducation à la sieste, l'entraînement. Dire que, oui, mais moi, je peux pas me poser. Les gens le disent, j'arrive pas à me poser et j'ai du mal à siester, j'ai du mal à... Voilà. Donc, est-ce qu'on peut donner des conseils pour ça? Par rapport à ça, il faut aussi savoir que certaines personnes ne sont pas du tout enclines à la sieste. Il y a des personnes en hyper-éveil qui auraient peut-être envie, mais en sont incapables. Donc là, il ne faut pas lutter. Il faut peut-être avoir plus de qualité et de quantité sur le sommeil nocturne. Après, sur le sommeil diurne, si on en a vraiment besoin, je pense que ça peut peut-être passer de façon transitoire par des phases de relaxation, de la sophrologie, du yoga. Au moins se poser en plan incliné, dans un fauteuil, on ferme le bureau, on est à peu près en intimité, ou si on a au travail une salle de sieste, ce qui commence à arriver dans les mentalités quand même en France. On est un peu en retard là-dessus, mais des startups, notamment une startup lyonnaise, s'est lancée là-dedans pour offrir aussi aux salariés ce genre de choses. Et bien, progressivement, avec la pratique, avec l'entraînement, déjà, la 5 minutes, déjà le relâchement musculaire, peut-être pas complètement la perte de conscience, mais vraiment le relâchement, c'est déjà une première phase. Il y avait une première question qu'il faut pas qu'on oublie chez les adolescents. Chez les adolescents, comment les aider pour recaler les horaires pour qu'ils puissent être en phase avec le rythme travail-école? Intervention plutôt le matin ou le soir?
Alors, il faut savoir que déjà, l'adolescent, de manière physiologique, va y avoir un temps de sommeil un peu plus long qu'un adulte standard, hein. Les recommandations, on est plutôt vers 8 heures, voire des fois 9 heures de sommeil. Et également, de manière physiologique, il va avoir une tendance à être un petit peu décalé dans son horloge biologique, donc avoir cette tendance à se coucher plus tard et se lever plus tard. Donc on a déjà ces 2 éléments-là qui font que, des fois, les contraintes, hein, travail ou école, ne collent pas avec les besoins physiologiques de nos adolescents. Après, ce qui se passe également, hein, vous le savez bien tous, c'est qu'on a l'apparition un peu des écrans, hein, et l'utilisation qui est très importante, hein, en général, hein, dans la population générale, mais également et surtout chez nos adolescents, à travers le smartphone, les tablettes, etc., etc. Et donc là, attention, hein, à bien se méfier parce que la lumière émise par nos écrans va bloquer certaines hormones du sommeil et surtout la mélatonine, hein, qu'a cité Elisabeth dans sa présentation. Et donc cette mélatonine qui vous aide à rentrer dans le sommeil et à maintenir le sommeil va malheureusement être sécrétée un petit peu trop tard. Et donc de nouveau, l'adolescent va se retrouver aggravé un petit peu dans ce décalage. Et la même personne nous dit adolescence, c'est jusqu'à 24-25 ans. Oui, avant d'avoir un travail, finalement, l'adolescence est retardée, paraît-il, hein. Donc voilà des petits points là-dessus. Et pareil, comme l'a bien dit, hein, le docteur Gillet, attention, le week-end, si vous voyez que votre adolescent a besoin de faire une grasse matinée à prolonger le temps de sommeil, méfiez-vous de l'effet un peu négatif secondaire de ça. Une question de Gilles par rapport à l'heure pour faire la sieste. Je me permets bien sûr, vas-y Elisabeth, c'était pile ton topo. J'ai proposé un créneau de 13h, 15h qui est la phase idéale dans la mesure où la vigilance diminue, la température interne également, il y a un petit creux, une petite inflexion qui peut être vraiment la phase propice pour se reposer. Maintenant, c'est pas toujours possible pour les travailleurs. C'est pour ça que j'avais proposé une diapo avec tous les cas particuliers de travail du matin, du soir, d'après-midi, etc., de nuit, qui vont amener à des siestes plus stratégiques et beaucoup plus ciblées de façon assez spécifique par rapport à un travail. Mais je dirais que pour un travailleur lambda qui fait une journée de travail normale, l'idéal est de 13-15 et c'est vrai qu'au-delà de 16h, 17h, on risque effectivement d'empiéter sur les paramètres du sommeil, au moins la latence d'endormissement. Peut-être, si c'est complété par un exercice physique, comme disait Ophélie, en fin de journée, la latence sera peut-être accrue, mais il y aura quand même un maintien de la quantité et de la qualité de sommeil. Alors, du coup, sur la question, si je fais la sieste tardivement, elle peut être conseillée si on est sur un cycle de travail de nuit de plusieurs nuits. Exactement. Voilà. Exactement. Par contre, si on a fini son cycle de nuit, elle est déconseillée d'être trop tardive, elle est même déconseillée après la 3e nuit, parce qu'en fait, on va amputer sur le besoin de sommeil et la durée d'éveil, alors qu'on est censé se recaler sur un rythme normal. On l'observe aussi un petit peu, cet effet-là chez les jeunes enfants qui font encore la sieste. Oui. Voilà, pour qui c'est normal de faire la sieste. Souvent, c'est vrai que en tant que parent, on voit que quand on couche son enfant trop tard, la nuit, le soir, le coucher est un petit peu compliqué. Donc, je pense que c'est un petit peu la même idée. Là, il y a 2 questions encore avec les écrans. Mélatonine, les écrans. Voilà, les écrans, les filtres et puis oui, l'utilisation du téléphone portable, les écrans. Alors, si tu veux. Ouais, alors pour répondre sur la question des préparations de mélatonine en vente libre, alors elles peuvent aider dans certains cas. La seule chose où nous, en tout cas en tant que professionnels de santé, on se méfie un petit peu, c'est que la mélatonine en vente libre, donc qui est un produit de parapharmacie, la dose affichée n'est pas toujours celle que l'on peut retrouver dans les comprimés. Et on ne sait pas quelle forme de mélatonine il s'agit. C'est-à-dire que dans la mélatonine, dans les préparations qui existent, vous avez des mélatonines qui agissent immédiatement et d'autres qui agissent de manière un peu plus tardive et prolongée, et les indications vont être un petit peu différentes. Donc c'est vrai que nous, dans notre pratique un peu plus habituelle et au vu des études qui ont été faites, c'est vrai qu'on utilise plutôt de la préparation magistrale, hein. Donc voilà, il y a un petit peu ça. Maintenant, si vous souffrez d'insomnie et que des préparations à base de mélatonine en vente libre vous aident, il n'y a pas de souci là-dessus.
Quant au CBD, alors le CBD, ça, pareil, c'est-à-dire que peut y avoir un effet un peu positif initial en aidant à l'endormissement. Alors, est-ce que c'est vraiment un lien, une action sur le sommeil ou un lien peut-être sur l'anxiété dont vous souffrez et qui, en étant diminué, va vous permettre un meilleur sommeil? Là, voilà, il y a eu différentes études qui vont dans un sens ou dans un autre. Après, moi, c'est vrai que je me les conseille assez peu aux patients, hein, mais voilà, il faut rester ouvert. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Non, non, je suis assez d'accord. Et Ouais. puis, par contre, c'est vrai que dans la vente en pharmacie pour la mélatonine, il est souvent écrit prendre le comprimé une demi-heure avant le coucher. Alors, comme Silvio vous l'a dit, la mélatonine, elle a des indications essentiellement pour le décalage, c'est-à-dire quand on s'endort vraiment très tard, mais c'est pas au coucher qu'il faut la prendre, c'est beaucoup plus tôt. Et c'est pas forcément une grosse dose, c'est une petite dose. Et donc ça, c'est pas précisé dans les pharmacies et dans l'utilisation en vente libre. Cela dit, je rejoins exactement ce que dit le docteur Galli, c'est-à-dire que si la mélatonine permet de stabiliser le sommeil, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a souvent eu aussi la question pour l'utilisation de la vente libre au comptoir du Donormil, d'un antihistaminique. En utilisation ponctuelle, pourquoi pas? Mais c'est quand même un médicament avec des effets secondaires, des interactions, donc des contre-indications et des risques de somnolence, etc. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Prenez l'avis de votre médecin traitant, l'avis de votre pharmacien pour surtout ces traitements qui sont en vente libre. Et donc, après, on avait une question sur les smartphones ou les écrans, c'est ça? C'était sur les filtres Sur lumière les bleue. filtres proposés par les opticiens pour les lunettes. Alors ça, il faut un petit peu se méfier parce qu'effectivement, ça atténue un tout petit peu la lumière bleue. Et donc, pour mémoire, la lumière bleue, c'est une longueur d'onde en fait qui va énormément interagir avec votre sécrétion de mélatonine. C'est celle qui va supprimer sa sécrétion de manière le plus efficace. Donc c'est pour ça qu'on porte attention à cette lumière bleue et notamment dans les écrans, nos écrans sont enrichis en lumière bleue. Pour les filtres sur nos lunettes proposés par les opticiens, ce ne sont pas vraiment des filtres qui suppriment totalement la lumière bleue, parce que tout simplement déjà vous voyez le bleu, donc ça ne fonctionne pas. Donc là-dessus, ça n'est pas quelque chose qui va vous prévenir de troubles du sommeil. Par contre, sur les écrans et les smartphones, vous avez des applications qui suppriment ou diminuent un petit peu la lumière bleue et vous avez un aspect un peu de l'écran qui est plutôt orangé, où il y a vraiment une modification de la couleur et du contraste. Là, éventuellement, ça peut être un moyen de diminuer l'effet un peu nocif de la lumière bleue sur votre sommeil par le biais de la mélatonine. Une question sur les 20 minutes de sieste, je vais me permettre de répondre. Sur le temps d'endormissement effectif, oui, je vous prie de m'excuser, j'ai pas pris le temps d'expliquer le temps de sommeil total sur le temps passé au lit. C'était présent sur une des diapos où l'on voit 20 minutes de sieste accomplies, mais comme la question est justement posée, on est sur le temps effectif de sommeil. Ce qui veut dire que selon l'individu, selon le temps que l'on met à s'endormir, le temps que l'on veut pour émerger avant de se lever, il va falloir bien sûr additionner, ça peut être 30 minutes. Pour exemple, dans l'étude qu'on avait faite, il y avait des sujets qui, dès qu'on les mettait au lit, en 1 à 2 minutes, pouvaient s'endormir. Alors là, un médecin du sommeil dirait que c'est suspect et que ça témoigne probablement d'une dette de sommeil qu'il est en train de restaurer. Et pour d'autres, des sujets plutôt anxieux, ils avaient mis 1 heure au lit pour arriver à cumuler 20 minutes de sommeil. Donc, je dirais que ça dépend énormément des gens et apprendre à se connaître va permettre de vraiment de standardiser et de s'habituer à avoir toujours la même routine, de se connaître pour arriver à gérer ce temps de latence d'endormissement et ce temps de latence de réveil. À la limite, la sieste, elle devient un super pouvoir quand elle est Complètement gérée. Quand on est entraîné. Quand tu es entraîné. Et par contre, ça peut être quand même le signe d'une défaillance de vigilance et simplement d'une compensation d'une dette de sommeil. Et c'est là où peut-être il faut s'interroger. Est-ce que la dette, on peut la corriger ou est-ce qu'on laisse faire comme ça? Ou alors est-ce que ce défaut de vigilance peut être le signe d'une pathologie du sommeil aussi? Exactement, il ne faudrait pas s'installer sur une sieste royale tous les jours. Voilà. Ça serait clairement le signe de quelque chose peut-être qui est ignoré ou de voilà. avéré. Est-ce qu'on a... Alors, il y avait une question peut-être pour une activité physique effectuée le soir. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils qui doivent être donnés
après cette activité physique, pour la récupération peut-être, ou pour pas, elle est un petit peu, je ne vois plus où elle est. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des recommandations sur la gestion après l'activité physique? Alors, moi, j'ai pas forcément notion de recommandation vraiment établie, mais je pense que la douche fraîche peut permettre, en faisant baisser un petit peu la température corporelle, probablement de revenir plus rapidement à un état un peu plus calme. Hem, les étirements, pour moi, les étirements, c'est plus pour retourner à la longueur, de relaxation du muscle. Voilà, c'est pas forcément, je vois pas forcément les effets en particulier sur le sommeil derrière. Hem, l'alimentation, bah oui, oui, parce que tu en parlais justement des temps de collation dans la journée en fonction de la sieste, du sommeil, de ce qu'on veut obtenir. Alors est-ce qu'il faut manger léger après? Oui, bah, avant d'aller au lit, je Oui. pense que c'est mieux, hein. Dans tous les cas, pas un repas Voilà. copieux, pas un repas trop copieux. Et je connais pas bien le sujet, mais c'est vrai que selon la composition du repas, on peut aussi influer sur sa nuit subséquente. Les sportifs, ils sont très vigilants aussi par rapport à l'aspect Mmh. récupération. Et puis c'est vrai que sur l'après douche, bain, chaud, froid, il y a les avis divergent un petit peu. Mais je pense que ça dépend aussi des habitudes. Froid, chaud. La question n'est pas facile, hein. C'est vrai qu'il y a Mmh. quelques préconisations sur le Il y a des routines Ouais. de pratiquants, de sportifs et Mmh. des études peuvent être contradictoires sur ces sujets. Tout dépend aussi de la pratique sportive, du type de sport, de l'intensité, du volume, du niveau du pratiquant, de beaucoup de choses et de sa propension à s'endormir facilement ou pas. Bah, d'ailleurs. puis si on est un doucheur du soir ou du matin déjà à la Oui, base, parce oui. que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se lavent toujours le matin, sauf quand elles pratiquent ou elles reprennent une douche le soir. Si on n'a pas l'habitude de prendre sa douche avant de se coucher, qu'on le fait que quand on fait du sport, il y a un petit biais dans l'effet que la douche va apporter, c'est aussi qu'on n'a pas l'habitude de se doucher le soir. Donc pas évident de de faire le tri, dans tout ça. Sur l'alimentation, ce que je veux rajouter, c'est vrai qu'on dit légère et aussi effectivement la composition, hein, comme tu l'as dit, Pas trop de gras. Elisabeth, voilà. Tout ce qui est gras, effectivement, fort en protéines aussi, va peut-être rendre plus difficile l'endormissement, et les glucides à index glycémique très Très élevé, élevé. hein. Derrière, ça va donner des sécrétions d'insuline un peu trop fortes qui peuvent empiéter un peu sur le sommeil. Et un dernier élément, c'est le fait que la digestion augmente votre température, hein. Je ne sais pas si vous essayez de vous endormir après avoir fait fondu suivi de profiterole. C'est difficile. En général, c'est plus compliqué qu'une petite soupe. On a une question de Fabienne là Sur des aïe. hypnotiques. Alors le sportif qui part en voilà, le sportif qui part en déplacement avec une nuit dans le bus, est-ce qu'il peut prendre en prise occasionnelle un hypnotique? Alors je dirais à la limite, ça pourrait même être je pars en déplacement à l'étranger sur un très long voyage et je dois dormir dans l'avion. Est-ce que je peux prendre un hypnotique? C'est pas la même situation, mais est-ce que tu recommanderais toi un hypnotique en prise occasionnelle? Alors bon, moi comme ça j'aurais du mal un peu à le conseiller, hein, mais parce que vous ne savez pas déjà comment il va réagir, hein. Certaines personnes vont avoir une sédation très prolongée, d'accord? Et l'hypnotique, sa problématique, c'est que ça va modifier un peu la structure de votre sommeil, hein. Ce sera beaucoup de sommeil plutôt lent, léger, et pas forcément du sommeil profond. Donc il faut voir s'il a eu déjà les expériences pour le faire, et éventuellement si vraiment c'est occasionnel et exceptionnel. Et que peut-être avant une compétition, enfin, il faudrait peut-être le tester avant. Oui, voilà, qu'ils ne prennent pas le premier soir juste avant la compète, Voilà. parce que sinon, les performances sportives risquent d'être altérées. Une question d'un Sur ancien étudiant à nous sur l'aspect agenda du sommeil Oui. pour évaluer son Ah oui. sommeil. Alors nous, on l'utilise beaucoup dans le champ STAPS pour une connaissance primaire Oui. vraiment de l'entraîneur, du futur Oui. encadrant, d'enfants, de public sportif, mais Ben, je pense que vraiment Silvio, très Colubert, Bourdin, comme moi, nous sommes des adeptes de l'agenda de sommeil. Pour nous, c'est un tableau où on remplit à quelle heure on se couche, à quelle heure on se lève. On évalue la période où on a dormi sans regarder le réveil toute la nuit. Et en fait, pour le praticien du sommeil, c'est extrêmement enrichissant parce que vous avez en quelques minutes une vision globale du rythme de sommeil de la personne. Ouais. Et ensuite, c'est un outil pour évoluer
dans le chemin entre le patient et le praticien. L'éducation au sommeil. Et c'est pour faire l'éducation du sommeil. Et le patient lui-même, la personne arrive à voir ensuite que c'est pas parce qu'il y a une petite nuit qu'on est moins performant la journée. Donc, ça donne ça donne un peu de recul par rapport à son sommeil. Et c'est déjà une partie de l'éducation et de la prise en Puis charge en du avoir sommeil. après aussi, je trouve ça Tout à intéressant fait. pour le Ah bah patient oui, parce que ça lui permet de oui, voir tout à fait. vraiment comment il a amélioré son sommeil en mettant en place quelques techniques assez Voilà. simples que le médecin a pu lui donner. Moi, je sais que je l'utilise un petit peu, donc parce que j'ai des publics de personnes qui sont atteintes de pathologies, donc souvent ils peuvent avoir des troubles du sommeil associés. Et c'est vrai que j'aime bien quand il y a une plainte par rapport au sommeil, leur donner leur agenda de sommeil pour vraiment venir te voir, Valérie, en ayant déjà une petite idée de ce qui se passe. Parce que je dors mal, bon, c'est un C'est petit tellement peu, subjectif voilà, en plus c'est très les subjectif. symptômes qui y sont associés. En Exactement. plus que là, on a quelque chose d'un peu plus objectif et ça permet de lancer la discussion sur tout ce qu'il y a autour de ce trouble du sommeil. Sans contexte qui est très riche, c'est qu'on voit les événements diurnes autour Oui. de nocturnes. Donc, Oui. l'impact de ce qui s'est passé en journée sur le sommeil et l'impact du sommeil sur la journée Oui, les subséquente. somnolences, On essaie les baisses de... Oui, De faire remplir de façon la plus exhaustive possible. Du coup, on va peut-être clore là, si Il y tu es avait une d'accord. question sur le chronotype, mais Donc, en tous les cas, on remercie les gens qui ont participé. J'espère que nos échanges, qui ont été des échanges en quatuor, ont été très intéressants pour vous tous et que vous avez appris, enregistré des choses qui peuvent vous aider au quotidien. Et puis, merci pour Léonie pour le replay. pour cette organisation. Le replay sera bien sûr mis en ligne, je ne sais pas prochainement. En tous les cas, vous pourrez avoir la possibilité de revoir ce webinaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir.